réalisées actuellement dans vos exploitations donneront naissance aux vaches laitières qui seront en production dans vos élevages dans 3 ou 4 ans. Donc il est très important, effectivement, de bien sélectionner les taureaux de ces futurs accouplements, mais aussi de sélectionner les femelles, les vaches qui vont servir à ces accouplements, à la fois en nombre et à la fois sur leur qualité. Donc l'intervention d'aujourd'hui va avoir comme objectif de montrer la justification de l'importance de ces choix et de vous proposer des solutions pour savoir comment y arriver. Donc pour cela, nous allons étudier donc, les différents leviers d'action que vous pouvez retrouver ici, donc, qui sont la maîtrise du taux de renouvellement, la sélection, l'optimisation de la stratégie d'IA et enfin la sélection des femelles. On parlera notamment de génotypage dans cette partie. Alors, pour étudier les leviers, ce que l'on va faire, on va avoir une approche économique de l'impact de chacun de ces leviers. Et pour essayer de bien vous guider et de ne pas vous perdre, on a choisi à chaque fois de les illustrer avec 2 exemples et toujours les 2 mêmes exemples. Donc, un élevage de Prix Holstein, 80 vaches avec 9000 litres de lait par vache, et un élevage de Normande, 70 Normandes à 7000, à un niveau de 7000 par vache. Nous illustrerons donc les différents leviers et la méthodologie, c'est la méthode des bilans partiels, donc dans laquelle on va comparer les conséquences favorables, qui sont les produits en plus et les charges en moins, et on va comparer ces conséquences favorables aux conséquences défavorables, qui sont les produits en moins et les charges en plus. Et on va pouvoir voir l'intérêt de ces différentes stratégies proposées. Donc, nous allons commencer donc, avec le premier levier d'action qui sera la maîtrise du taux de renouvellement. Et Étienne va nous présenter les statistiques de Littoral Normand. Alors pour parler du taux de renouvellement, ce qui est important, c'est de ne pas le faire peut-être juste sur une année, parce qu'effectivement, une année, ça peut être un peu biaisé par une conjoncture un petit peu particulière, soit liée à des réformes un peu plus précoces ou un peu plus tardives pour des raisons fiscales, par exemple, ou des vélages, des genisses un peu retardés, voilà, pour des raisons techniques. Donc, ce que l'on propose, c'est plutôt d'avoir une vision sur 3 ans et de faire une moyenne des élevages sur 3 ans. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe dans les élevages adhérents à Littoral Normand, en faisant la moyenne des taux de renouvellement sur 3 ans, on arrive au résultat suivant, dans lequel vous pouvez voir finalement, en fonction des 3 types de races, donc en bleu Prix Holstein, en orange les Normandes et en gris les troupeaux mixtes, et la répartition des taux de renouvellement des différents troupeaux. Et vous voyez que finalement, on a 44% des élevages qui se situent au-dessus d'un seuil qu'on pourrait qualifié de trop important, de 35%. Donc 44% des élevages ont un taux de renouvellement exagéré, puisqu'effectivement, on ne va pas pouvoir avoir une lactation supérieure à 3 lactations par vache avec un tel taux de renouvellement. Donc pour ma part, maintenant, je vais vous présenter les conséquences d'un taux de renouvellement trop élevé. Ça passe bien sûr par une augmentation du coût d'élevage des génisses, par le fait qu'il y a bien sûr plus d'élevage de génisses, s'il y a plus de génisses. Nous allons voir également qu'un nombre trop conséquent de génisses avec donc un renouvellement trop important induit une réduction potentielle de la longévité des animaux en entraînant la réforme de vaches qui sont vendues pour faire de la place aux génisses. Et Étienne va nous présenter une étude sur la longévité des animaux à Littoral Normand. La longévité des vaches, on peut le voir au travers de leur carrière. Qu'est-ce que produit une vache sur l'ensemble de sa carrière? Alors pour le faire, on a choisi d'étudier toutes les vaches qui ont été réformées dans l'année 2020 et d'en faire la moyenne par élevage pour voir un peu finalement que c'est un élevage en moyenne, quelle production il arrive à avoir sur les vaches qu'il a réformées dans l'année. Et vous avez ici le tableau avec les différentes moyennes. Donc en Prix Holstein, une vache réformée en moyenne produit 25 000 kg sur sa carrière. Dans les troupeaux normands, on est à presque 20, et puis les troupeaux mixtes, ils sont intermédiaires entre les deux, et ils sont autour de 21 000 kg sur la carrière des vaches qu'ils réforment. On peut constater aussi sur ce tableau le rapport entre l'âge au vélage et l'âge à la réforme. On s'aperçoit que finalement, en moyenne, une vache produit à peu près autant de temps de génisse
que de production, puisque bah, l'âge à la réforme est quasiment le double de l'âge au niveau de l'âge au village. Et enfin, bah, voilà, électoralement, en moyenne, une vache produit pendant 3 lactations. On peut faire mieux, et certains éleveurs font mieux. On a étudié, du coup, bah, les 25% des troupeaux qui produisent, qui ont une meilleure longévité. Et on s'aperçoit que ces élevages-là, eh ben, arrivent à produire quand même notablement plus de lait sur les vaches qui réforment. On est à peu près à 31 000 kg par vache réformée dans les meilleurs élevages au niveau des Primostein et à 28 000 kg pour les élevages en Normande. Ces élevages font véler leurs vaches un petit peu, leurs génisses un petit peu plus jeunes, arrivent à les réformer leurs vaches un petit peu plus tardivement. Le rang de lactation est à peu près autour de 3,1 lactations, donc là, elles font un peu plus de lactation, et surtout, si on ramène ça en lait par jour de vie, eh ben, on peut constater que les vaches ont une rentabilité un petit peu plus importante. Je reprends la main, donc pour présenter encore quelques autres conséquences d'un taux de renouvellement trop élevé. Augmenter son nombre de génisses peut induire une dégradation des conditions d'élevage des génisses par le fait d'un manque de place, d'une dégradation du microbisme. Mais également, bien sûr, tout cela peut induire un surcroît dans le temps de travail, plus de soins en veau, ainsi de suite, plus de maladies, plus de soins d'animaux. Et également une sélection ralentie sur la voie femelle. Enfin, un impact qui n'est pas des moindres, c'est la dilution des performances moyennes du troupeau, que ce soit en taux, en production. Et nous allons illustrer cela par un exemple. Je laisse la main, Étienne. Effectivement, l'impact de la dilution sur la performance moyenne du troupeau liée à la proportion de primipares dans le troupeau n'est pas négligeable. Vous voyez ici donc notre élevage de Primostein, s'il est à 9000 en moyenne, ça veut dire que finalement les multipares produisent environ 35 kg de lait par jour, à peu près à un niveau à 10 600, et puis les primipares, elles, produisent 27 kg par jour en moyenne sur leur lactation, un niveau à 9002, et la moyenne des deux, ça va faire 9000 pour le troupeau. Si notre élevage a un taux de renouvellement de 40%, ça veut dire que je vais avoir 40% de primipares dans mon troupeau, et ben, la moyenne de production de mon troupeau sera 31,8 kg. Alors, je ne vous ai pas détaillé les taux, mais vous voyez 33,5 et 43,5 pour les multipares et 42 et 32 pour les primipares, ça nous donne une moyenne de troupeau à 33,43. En revanche, si l'éleveur choisit ou arrive à n'avoir que 30% de renouvellement, donc une part de primipares moins importante dans son cheptel, et ben, mécaniquement, il va se retrouver avec une moyenne de production de son troupeau supérieure à 32,6, et les taux, eux aussi, seront plus élevés. Vous allez me dire, la différence n'est pas très importante. Oui, mais multiplié par 80 vaches et par 365 jours, ça va représenter 22 000 kg de lait de différence sur l'année, et donc un impact économique de 9 500 € sur l'année pour notre élevage. Alors, la réduction du nombre de génisses élevés va avoir aussi une conséquence sur les surfaces nécessaires à l'élevage de ces génisses. Et en reprenant toujours ce même exemple d'une réduction de 40 à 30% du taux de renouvellement, pour notre élevage, on va avoir un intérêt qui va nous baisser le nombre de génisses à élever et baisser donc la surface nécessaire pour élever ces génisses et éventuellement libérer des surfaces. Donc, dans notre hypothèse, nous avons pris des surfaces qui peuvent être labourables et donc valorisées par d'autres cultures. Et à ce moment-là, le gain lié par les marges supplémentaires de ces cultures est à peu près de 8 000 €. On va libérer, lorsqu'on l'ensemble des génisses, les différentes générations, 10 places en bâtiment et surtout du travail en moins à cause de l'élevage de ces génisses, à peu près 60 heures en moins. Le même exemple pour notre élevage de Normand, pour 70 vaches, de passer de 40 à 30% de taux de renouvellement, c'est 8 génisses de moins élevées, c'est 7 hectares de surface fourragère libérée, et donc un gain de 7 000 €, à condition effectivement que ces surfaces soient labourables. C'est
le gain doit être un petit peu moins important si une part d'essai surface est en herbe obligatoire, 8 places en bâtiment et 48 heures de travail par an de l'hiver. Donc, je reprends la main pour vous parler de la méthode pour définir son taux de renouvellement. Déjà, en préalable, avant d'aller sur la diapo, ce qui est important, c'est important à dire, c'est qu'il n'y a pas un taux de renouvellement qui est un chiffre absolu obtenu. On ne peut pas dire que, on prend l'exemple de 30% de renouvellement, que 30% de renouvellement est le renouvellement à atteindre pour chaque troupeau. Il faut bien le calibrer, ce chiffre, au sein de votre exploitation, par rapport à tout un tas de choses qu'on va voir après. Deuxièmement, on est bien conscient aussi que les conséquences d'un manque de génisses peuvent être plus importantes économiquement que les conséquences d'un léger excès du nombre de génisses. Donc, maintenant qu'on a posé le postulat, je vais vous parler un peu de la méthode à réaliser pour calculer son taux de renouvellement. Donc, on revient toujours à la même chose. Il est conseillé de calculer un taux de renouvellement en analysant les réformes qui ont lieu sur les 3 dernières campagnes pour lisser les éventuels accidents. Donc, ce qui est important, c'est analyser les causes de réforme sur l'élevage sur les plusieurs campagnes, les 3 comme on a vu. On analyse à la fois les animaux morts, les animaux vides, les animaux qui ont des cellules, les boiteries, les animaux qui ont d'autres pathologies, et on compte également les animaux finalement qu'on a réformés, mais qui n'avaient pas de raison particulière pour lesquelles elles soient réformées, juste parce qu'on avait trop de génisses. Une fois qu'on a vu les causes de nos réformes, on passe à la deuxième question. La question est, est-ce que demain, notre troupeau va vers l'agrandissement ou pas? Donc, si on va vers l'agrandissement, on fixe un objectif de croix de cheptel. Et enfin, une fois qu'on a fait cela, on peut déterminer un taux de renouvellement objectif. Donc, une fois que l'on vient de voir donc, la partie renouvellement, nous pouvons passer au deuxième levier d'action, qui est l'optimisation de la stratégie d'IA. Donc, tout cela pour permettre d'essayer de diminuer le pourcentage de primipare. Il y a plusieurs stratégies possibles. Alors, ces stratégies, elles peuvent se faire plus ou moins dans l'anticipation et amener plus ou moins de sécurisation. Les stratégies, donc dans l'ordre, on peut bien sûr vendre des vaches en lactation, vendre des génisses à mouillante, vendre des jeunes génisses laitières, vendre des jeunes veaux, ou bien tout simplement faire naître moins de veaux en utilisant du croisement industriel. Donc, à travers cela, si on sélectionne les génisses, ça permet de garder des génisses qui correspondent seulement aux besoins de renouvellement du troupeau. Ça permet bien sûr d'améliorer le progrès génétique, d'améliorer la longévité des animaux et bien sûr, en finalité, d'améliorer le revenu. Alors, pour étudier les stratégies d'insémination possibles, on a fait une petite enquête pour voir quelles sont les pratiques des éleveurs adhérents à Littoral Normand. Et on se rend compte qu'à peu près 30% des éleveurs utilisent uniquement de la semence conventionnelle. Un petit tiers utilise de la semence conventionnelle et puis un peu de semences sexées, principalement peut-être pour rattraper des vaches qui seraient un petit peu auraient des difficultés de fécondité. Et puis le dernier tiers utilise de la semence sexée. Alors, on n'a pas trouvé d'éleveurs qui utilisaient uniquement de la semence sexée et des semences de croisement. Par contre, on a trouvé 23% d'éleveurs qui utilisent les 3 solutions possibles, donc un mélange de semences sexées, conventionnelles et de croisement, et puis 12% qui utilisent que de la conventionnelle et du sexé. Quelle est la solution qui pourrait paraître être la plus intéressante? Pour cela, on a encore utilisé nos études économiques. Dans celle-ci, on compare finalement, pour notre élevage de 80 Primostein, à la solution semences conventionnelles uniquement. Le fait d'utiliser la semence conventionnelle et de croisement et les différentes solutions, en comparant le coût de mise à la reproduction, donc le coût des semences, et donc ça c'est la partie dépenses, et puis la partie recette, c'est la partie éventuellement vente de veaux et la plus-value qu'on peut avoir réalisée sur d'éventuels veaux de race croisée.
La stratégie qui paraît quasiment équivalente, enfin, voilà, si on n'utilise que de la semence conventionnelle et du croisement, on aura une petite plus-value liée à la vente de veaux de race à viande, mais qui sera peu importante. Si on n'utilise que de la semence sexée et de la semence conventionnelle, eh ben, on n'aura pas de plus-value sur la vente des veaux. En revanche, on aura un surcoût lié uniquement à la semence sexée. Ce qui peut paraître le plus élevé en intérêt, c'est le fait d'utiliser que de la semence sexée et du croisement sur tout le reste. C'est la stratégie où on n'a pas trouvé d'éleveurs qui l'utilisaient, et ça peut se comprendre parce qu'effectivement c'est un petit peu risqué. Si on veut assurer son taux de renouvellement, il faut inséminer toutes les génisses, il faudrait inséminer toutes les génisses en semence sexée et quelques vaches pour arriver au taux suffisant. Et puis, enfin, la stratégie qui paraît intéressante, eh ben, c'est celle qui mixte l'ensemble des trois modes d'insémination. Reste maintenant à savoir comment sélectionner les animaux qu'on met dans chacune de ces modes de reproduction. Donc voilà, donc ça sera le troisième levier d'action, ça sera la sélection des femelles, comme Étienne nous l'a présenté tout à l'heure. Hein. Sélectionner les femelles, c'est sélectionner les génétrices de vos futures reproductrices. Donc c'est préparer l'avenir de votre troupeau. Et donc maintenant on pourrait se demander, est-ce que la meilleure technique pour sélectionner les femelles, comme il est couramment dit actuellement, hein, c'est la génomique. Mais vous pouvez peut-être vous poser la question, est-ce que la génomique, la performance génomique se concrétise sur le terrain? Donc Étienne va nous présenter une étude de l'IDEL. Est-ce qu'on peut faire confiance aux index génomiques? Pour cela, l'Institut d'élevage a publié à peu près tous les 2 ans la comparaison des performances des primipares comparées à leur indexation lorsqu'elles étaient génisses quelques années avant. Et leur indexation suite au génotypage. Et lorsqu'on fait cette comparaison, on peut schématiser les résultats de cette manière-là. Vous voyez ici un graphique dans lequel on retrouve par classe d'index les génisses classées, donc de la moins performante, là c'est sur le lait, une classe jusqu'à moins 800, jusqu'au plus performante jusqu'à plus 1600. Et puis ici, la performance, ce qu'elles ont réellement réalisé sur leur première lactation en 305 jours. Et vous voyez qu'on a une bonne corrélation entre le potentiel des animaux qui étaient détectés lorsqu'elles étaient génisses et ce qu'elles ont réellement fait lorsqu'elles ont été en production. On constate aussi sur ce graphique qu'il y a une proportion entre les deux. Ici, il y a 2200 kg de points d'index d'écart entre les classes, et ici, il y a 2200 kg d'écart entre les différentes classes. Donc, 100 points d'index, potentiellement, s'exprime bien par 100 kg de différence. En Normande, on retrouve exactement les mêmes différences, la même répartition, avec même une expression encore supérieure, puisque pour 1000 points d'index, on a 1100 kD en production. Et ce qu'on constate sur le lait, finalement, on le constate sur plein d'autres caractères. On le constate sur les taux. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune de ces courbes, mais vous voyez que sur le TP, sur le TB, que ce soit en Primostein ou en Normande, on retrouve à chaque fois des courbes équivalentes et avec un point d'index pour un point de performance. On retrouve aussi sur des aspects plus fonctionnels, tels que les cellules, où là, la courbe, elle est dans l'autre sens. Les animaux mieux indexés font moins de cellules et de façon plus que proportionnelle. Et ça, en Primostein comme en Normande. Alors, quel intérêt ça peut avoir au niveau de... comment ça va se concrétiser lors du choix, lors de la sélection des animaux? Pour cela, pour l'illustrer, on a repris une étude qu'on a actualisée en la mettant avec les effectifs de notre fameux élevage sur lequel on a travaillé. Donc, on est reparti sur un élevage de 80 vaches avec un index, un ISU moyen de 120 points. Et l'éleveur a choisi d'inséminer ces 80 vaches avec 10 jeunes taureaux qui, eux, ont un index moyen de 180 points d'ISU. Son objectif, d'avoir 30 génisses de renouvellement. Alors, pour y arriver, il y a 4 scénarios possibles pour arriver à ces 30 génisses.
soit il utilise de façon traditionnelle de la semence traditionnelle et il choisit au hasard les 30 génisses qu'il va vouloir garder. Ça va être notre hypothèse de référence qu'on va appeler REF. Soit il utilise de la semence traditionnelle, mais il va utiliser le génotypage ensuite pour, parmi toutes les génisses qui vont naître, choisir les 30 qu'il va vouloir garder. Ça va être notre stratégie gène. Soit, et troisième solution, il génotype toutes les vaches et il n'insémine avec de la semence sexée que les meilleurs, que les 40 meilleurs, afin de faire naître 30 génisses qu'il va pouvoir ensuite garder. Ça va être le gène sex-top, donc il utilise la semence sexée sur le meilleur. Et puis, la quatrième stratégie, il utilise de la semence sexée sur tous les animaux de son élevage, il génotype toutes les génisses qui naissent et il garde que les 30 meilleurs. Quelles sont les différences entre ces 4 stratégies? On l'a représenté ici en vert. Vous voyez l'ISU moyen des 30 génisses dans chacune de ces stratégies. Dans la stratégie de référence, l'ISU moyen, ça va être la moyenne entre l'ISU des pères et l'ISU des vaches de son troupeau. Donc il va se retrouver sur ces 30 génisses à peu près 150. S'il choisit de faire son tri, non pas au hasard, mais en ayant génotypé les meilleurs animaux, il aura une petite progression de son ISU. Si, à l'inverse, il choisit de n'inséminer en semence sexée que les animaux les mieux indexés dans son troupeau, il aura du coup encore une progression au niveau de l'index. Et enfin, s'il génotype, s'il utilise la semence sexée partout et qu'il fait son choix uniquement après le génotypage, c'est là où il aura le meilleur index au niveau des femelles qu'il va garder. On a exprimé en euros le gain génétique lié à la différence génétique, donc un point d'ISU à peu près 5 € par vache et par an, et ce gain génétique est multiplié par les 30 génisses qu'il garde et par la durée moyenne de vie de ces génisses, à peu près 3 lactations, comme on l'a vu. Bon, à ça, il faut effectivement déduire le coût de chacune de ces stratégies. Ce surcoût, il est lié au surcoût du génotypage, au surcoût de la semence, dans lequel on va enlever aussi effectivement le produit qui sera lié à la vente éventuellement de vos issus du croisement dans ces 3 stratégies. Et lorsque l'on compare, on se rend compte que la stratégie qui paraît la plus intéressante, c'est celle où l'éleveur va sélectionner les femelles sur lesquelles il va mettre de la semence sexée. C'est celle où effectivement la marge au final sera la plus intéressante. Donc je vais reprendre la main. Donc une fois qu'on a fait le notage génomique, on peut se poser aussi la question de comment bien les valoriser. C'est une question qui nous est couramment posée. Alors, il y a plusieurs façons de les valoriser. Donc, il y a par la mesure de l'expression du potentiel génétique. En effet, on peut regarder est-ce que mes orientations de sélection sont validées par les index que j'obtiens. Déjà, ça c'est important parce que ce n'est pas toujours le cas. Le deuxième point par rapport à cela, c'est aussi est-ce que ma génétique, donc exprimée par métagénomique, se traduit bien par de la performance dans mon élevage. Et juste après cette diapo, Étienne reviendra sur ce sujet-là. Après, on sélectionne, ça permet de sélectionner les femelles en décidant quels animaux, bien sûr, on met, sur lesquels on met de la semence sexée, sur lesquels on met du conventionnel, sur lesquels on fait du croisement et quels animaux on commercialise. Enfin, grâce à ces données, on peut aussi réaliser des accouplements, parce qu'on connaîtra mieux les caractères à protéger et les caractères sur lesquels on veut vraiment améliorer. Et ça nous permettra également de choisir les femelles et choisir les taureaux qui correspondront mieux aux défauts de nos femelles. Et enfin, le dernier point, c'est une pratique plus rarement utilisée, ça permet d'anticiper sur les pratiques d'élevage. En effet, on peut avoir des animaux qui ont des caractères individuels particuliers,
Grâce à la connaissance de ce caractère particulier, grâce au test génomique, on peut modifier la pratique que l'on a sur cet élevage. Je vais juste donner une petite illustration. Imaginons que l'on a un animal avec un potentiel laitier à 2000 kg. On peut se dire, cet animal-là aura peut-être plus de risques d'avoir un déficit énergétique, un amaigrissement en début de lactation. C'est bien qu'on peut se dire peut-être que cette femelle, nous l'accompagnons un peu plus avec du propénédicol. Ceci est un exemple, hein, bien sûr. Donc je relaisse la main à Étienne pour illustrer. Donc, oui, pour parler de la comparaison et de la valorisation des index génomiques en les comparant aux performances des animaux. Et ça, c'est quelque chose que l'on réalise dans les élevages où tous les animaux sont génotypés. Et donc, du coup, on peut regarder comment s'expriment. Est-ce que les animaux les mieux indexés, dans l'élevage, donc dans le même contexte que les autres, produisent effectivement plus de lait? Est-ce qu'ils surperforment? Est-ce qu'ils sous-performent? Et ça va nous permettre de juger des pratiques de l'élevage. Dans l'exemple que l'on a sous les yeux, vous voyez, donc, on peut le présenter sous une forme d'un graphique. Alors, comme il n'y a qu'un élevage, il y a juste quelques vaches, et ben, du coup, ça fait beaucoup plus flou que ce qu'on vous a présenté tout à l'heure sur des milliers d'animaux. Mais déjà, c'est déjà une information, finalement. Dans cet élevage, on ne voit pas une grosse tendance très marquée. Et lorsqu'on va comparer, finalement, les performances des 25% meilleures vaches sur l'index lait aux 25% des vaches moins bien indexées, dans mon élevage, j'ai 90 vaches, 611. L'index des meilleurs, c'est 611 en lait. Elles font 9200 kg de lait. L'index des 25% moins bonnes, c'est moins 504. Elles font 8345 kg de lait. Donc, pour 100 points d'index, j'ai 77 kg de lait. Donc, finalement, ces éleveurs-là ne valorisent pas très bien le potentiel laitier de ces meilleurs animaux. Et donc, on aurait tendance à lui dire, bah, si vraiment tu veux augmenter la productivité des animaux dans ton élevage, la priorité, c'est peut-être pas d'aller sélectionner forcément des animaux plus laitiers, mais c'est peut-être de travailler sur les pratiques d'élevage qui font que ce potentiel ne s'exprime pas complètement. En revanche, dans ce même élevage, on a regardé le lien entre l'index cellules et le pourcentage de vaches saines au sein de l'élevage. Et donc, même démarche, les meilleurs animaux, les 25% meilleurs ont un index de 1 en cellules, 83% de ces animaux sont saines. Les moins bonnes ont un index de moins 0,7, seulement 43% de ces animaux sont sains. Et en primipare, on a à peu près la même tendance, avec des index supérieurs, et 100% des bonnes sont saines, et seulement 86% des moins bonnes sont saines. Donc dans cet élevage, la pression sanitaire semble importante, mais en tout cas, la génétique permet de protéger les animaux, et on a envie de dire à cet éleveur-là, continue de sélectionner sur la partie cellule, parce que chez toi, on mesure bien l'intérêt sur les performances des animaux. Et ce travail-là, on peut le faire sur tous les critères sur lesquels on a à la fois un index génomique et à la fois des performances mesurées. Le lait, les taux, les cellules, les critères de reproduction, le pointage, si éventuellement l'éleveur pointe. Donc, je vais reprendre la main. Donc, nous avons maintenant étudié les 3 différents axes qui permettent d'optimiser sa stratégie de renouvellement et donc de préparer sa relève. Donc, le premier axe que nous avons vu tout à l'heure, c'était la maîtrise du taux de renouvellement, où on peut estimer dans le cas concret qu'on a pris, qu'il y aurait 8 000 € par an à gagner, de passer donc de 40 à 30% de renouvellement. Nous avons vu qu'une optimisation des stratégies d'IA en deuxième levier peut permettre aussi des gains. Donc, dans notre cas concret ici, 5 500 € par an. Et enfin, nous avons vu le troisième levier, qui était la sélection des femelles, qui lui aussi engendre un gain qui peut être estimé dans notre cas concret aux alentours de 5 400 € par an. Donc tout cela est additif, c'est pas l'un ou l'autre, c'est des sommes qui s'additionnent. Et donc pour conclure, réduire le pourcentage de renouvellement, ça augmente bien sûr la marge. Cela est encore plus efficace si on sélectionne sur les index génomiques en faisant du tri des femelles. Ça donne un coup d'accélérateur au progrès.
Et la démarche doit bien sûr aussi s'accompagner d'un travail sur la conduite des génisses, au niveau de l'alimentation, le logement, et bien sûr de l'âge au vélage, comme on n'en a pas parlé, mais qui est un cheval de bataille sur lequel on doit continuer à travailler. Donc, merci de votre attention et nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Merci. Étienne. Oui. Alors, nous avons des questions. On y va. Avant de poser les questions, une information, vous pouvez retrouver cette vidéo et l'ensemble des vidéos sur notre chaîne YouTube où vous pourrez les regarder en replay autant que vous voulez. Première question de Julien. Les taux de renouvellement présentés comprennent-ils les animaux gardés pour un éventuel croix de cheptel? Eh ben oui. Oui. Enfin, et Louis l'a dit, dans le travail, dans la réflexion sur le taux de renouvellement, il faut réellement se poser la question, c'est quoi mon objectif d'effectif dans 3 ans? Et justement l'anticiper dans le nombre de génisses qu'on veut faire naître et qu'on veut garder cette année, parce que forcément, on doit intégrer le croix de cheptel. C'est déterminant. Très bien. N'hésitez pas à repréciser les questions si vous n'êtes pas satisfait de la réponse. On a du temps. Alors, Myriam, bonjour. Comment expliquez-vous que l'âge au vélage des génisses soit aussi élevé? Alors là, c'est une très bonne question. Comment on peut l'expliquer? Moi, j'ai une petite explication partie. Dans certains élevages, pourquoi ils ne baissent plus? C'est aussi parce que des fois, il y a trop de génisses. Et donc, vu qu'il y a trop de génisses, on attend des fois, dans des élevages, de mettre certaines génisses à leur repos, qui sont en âge et qui physiologiquement sont prêtes. On attend de les mettre à leur repos parce qu'on en a déjà trop à véler après. Une des raisons, pour moi, où il n'y a pas d'âge au vélage, c'est cela. J'ai une deuxième raison, c'est peut-être un manque de volonté aussi dans certains élevages. Parce que beaucoup plus d'élevages sont capables de véler de manière plus précoce que ce qui est fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Louis. En fait, c'est peut-être pas un objectif pour tout le monde, mais peut-être parce que les enjeux sont peut-être pas suffisamment bien intégrés. Baisser l'âge au vélage des génisses, ça pourrait faire l'objet d'une autre webconf, mais ça a comme intérêt quand même de diminuer le nombre de génisses élevés et donc de faire gagner quand même en place, en surface, et donc en marge. Et il y a un enjeu vraiment qui est intéressant de ce point de vue-là. Mais on est pour. Alors, une question un petit peu en rapport de Bruno. Il faut prioriser le poids ou l'âge d'une génisse pour réaliser le premier IA en fonction de la date visée en objectif de vélage. Moi, je dirais quand même le poids. C'est votre seule réponse, Monsieur Jacquin? Oui, c'était très direct. Oui, le poids, ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre les pratiques qui permettent d'avoir le poids voulu pour la date d'insémination souhaitée en fonction de l'âge au vélage que l'on s'est fixé. Mais après, il faut être pragmatique par rapport aux animaux qu'on a réellement en face. S'ils ne font pas le poids, il faut attendre pour les inséminer. Oui. Et il faut attendre et remettre en cause ces pratiques pour que la vente d'après, on arrive à faire. On y arrive. Une question de Jean-Michel, je pense. Quel argument économique et zootechnique présenter à un éleveur qui se soucie peu d'un âge élevé au vélage, 30 à 36 mois, car son coût alimentaire d'élevage de la génisse est faible, nombreux pâturages à valoriser? Mais l'objectif d'âge au vélage, c'est un objectif individuel, comme le taux de renouvellement. Et peut-être que cet éleveur-là, il est bien dans son système. Il y a aussi des éleveurs qui ont des objectifs de saison de vélage. Et donc, si on a un objectif de saison de vélage très précis, il n'y a pas tellement de choix de faire véler à 24 mois ou à 36 mois. En milieu, les animaux ne révéleront pas la bonne saison. Donc, peut-être que dans ces élevages-là, c'est tout à fait logique de véler à 36 mois parce que c'est un élevage herbagé dans lequel il y a de la surface pour élever des génisses et l'éleveur veut faire véler tous ses animaux au printemps. Et oui, il vèle à 36 mois et c'est peut-être pas forcément une mauvaise solution.
Pour moi, dans tous les cas, c'est une question de cohérence. En fait, c'est une cohérence entre de la place, des fourrages, du temps disponible aux éleveurs, ainsi de suite. C'est une question de cohérence. Hein. Oui. Et de dépenses. C'est juste qu'il faut être, si on veut à la fin de 6 mois, il faut commencer à avoir des pratiques assez allégées d'un point de vue concentré, ainsi de suite. Quoi. Une autre question? Question de Julien. Avez-vous noté des différences, système, part d'herbe, perte d'animaux, recours au croisement viande, etc., entre les élevages à fort taux de renouvellement et ceux à faible taux? Avez-vous noté des différences entre les systèmes notamment, voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Si c'est clair, mais par contre, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Non, on n'a pas noté, enfin, en tout cas, ça n'est pas sorti de façon très significative. Finalement, on retrouve des élevages à fort taux de renouvellement un petit peu dans toutes les catégories, sans forcément qu'il y ait lien soit avec les performances des animaux, ou le système fourrager, pour parler de ça. Une autre question de Jean-Michel. Question philosophique. Ah, allez. Julien nous dit, c'est une réponse. Merci. Merci. Alors, question philosophique. Pensez-vous que le génotypage, alors je pense que c'est pour lui ça, question philosophique. Pensez-vous que le génotypage et la sélection génomique permettra ad libitum une augmentation des potentiels de nos animaux? La nature pourrait-elle y mettre un quelconque frein? Évidemment, entre parenthèses, Jean-Michel nous dit, une réponse de certitude n'est pas attendue. Mais je pense quand même philosophique, Louis, c'est pour toi. Hein. Ouais, la philosophie, voilà, c'est pas très philosophique, ça. D'ailleurs, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt scientifique. Mais je pense qu'il y a encore quand même du progrès à aller chercher. Hein. On va dire, on peut encore attendre du progrès sur pas mal de critères, en fait. Je pense. Je pense. Alors, bien sûr, il y a peut-être des limites, mais on n'est pas atteint. Le ciel est notre limite, on va dire. Ouais, après, des vaches à très haut potentiel doivent s'alimenter avec des fourrages et des concentrés en conséquence. Et peut-être que la limite, elle est là. Elle peut aussi peut-être se trouver sur l'équilibre technico-économique qu'il y a à avoir des rations pour accompagner ces animaux à très haut potentiel. Mais l'intérêt, c'est peut-être de faire porter la sélection et le progrès génétique sur d'autres critères que simplement les critères de production, et d'aller chercher de plus en plus de fonctionnels, des animaux de plus en plus faciles à vivre, qui ont une longévité de plus en plus importante, plutôt que de toujours aller chercher le plus au niveau des performances. Et vu qu'on a plus de 40 index disponibles au jour d'aujourd'hui, de toute façon, donc si on progresse un petit peu partout, on est loin d'atteindre le sommet partout. C'est ce qu'on a voulu dire dans notre exemple sur l'amélioration de la longévité, l'impact sur le lait. En fait, on peut gagner du lait aussi en ayant des animaux qui ont une meilleure longévité dans notre troupeau, parce que une vache en 3e lactation, elle fait plus de lait qu'une primipare, et une vache en 4e, elle en fera aussi plus. Enfin, voilà, ainsi de suite. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Peut-être Frédéric, peut-être pas de questions à venir. Alors, quand même. Une question particulière, je voulais juste faire référence au passage à génocellules, puisque le génotypage, vous avez évoqué le génotypage, c'est un outil qui permet d'améliorer la génétique, mais le génotypage aujourd'hui nous permet aussi d'avoir une vision sur la cellule du troupeau d'une manière un peu différente, et c'est un critère aujourd'hui, mais il y en aura d'autres demain. On en est convaincu. Etienne, je pense que tu peux confirmer, mais il y a des critères qui sont à l'étude en ce moment, et à partir d'un simple échantillon de lait, et au-delà de déterminer les cellules de chaque vache, on pourra aussi déterminer d'autres. Donc le génotypage, c'est pas que la génétique, c'est aussi un outil de conduite de troupeau demain. On n'a pas parlé du tarif du génotypage. Ah. Eh bien, il y a un tarif. En gros, il démarre à peu près à 40 € en prix individuel, et pour
pour un tarif volume, on arrive à moins de 35 €. On peut faire que du géotypage en Primochten? Non. Toutes les races classiques qu'on rencontre peuvent bénéficier d'index génomique, donc les Primochten, les Normandes, mais aussi les Montbéliardes, les Jersiaises, les Brunes, sont des animaux pour lesquels on est en mesure de produire des index génomiques. On n'a pas parlé de service, si? Je me trompe? On n'en a pas parlé, Benoît. Tu as été à l'écoute. Oui, il est possible, on a des services pour répondre aux questions des éleveurs au niveau de préparer la relève. On a même un outil qui s'appelle d'ailleurs Prépare la relève. Et donc, on est en mesure, voilà, dans un service optionnel, d'accompagner les éleveurs sur la démarche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en découvrir plus, abonnez-vous sur notre site. Vous lâchez un petit pouce bleu. À bientôt.